bienvenue dans cette exploration, une offre d'All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers vraiment scintillant de Fabergé. Mhm. Son art, son histoire assez mouvementée, et puis tous ces défis autour de l'authentification. Oui, un sujet crucial dans le monde de l'art. Exactement. On s'appuie sur des infos d'une expo du VNI, sur la vie de Peter Carl Fabergé lui-même, et puis sur les complexités de l'expertise. Un programme riche. Voilà, l'idée, c'est de découvrir ce maître orfèvre et de comprendre pourquoi le vrai du faux, ça reste une question essentielle. Prêt? Allons-y. Alors, commençons par le début. Peter Carl Fabergé, né en 1846. C'est ça. Il hérite d'une lignée d'orfèvres huguenots, donc déjà un savoir-faire familial. Une tradition d'excellence, oui. Et il reprend l'affaire en 1872. Mais il la transforme. J'ai noté cette phrase de lui. « Les choses chères m'intéressent peu si la valeur réside simplement dans le nombre de diamants ou de perles. » C'est très révélateur de son approche. Il misait sur l'art, sur l'ingéniosité, plus que sur la seule valeur matérielle. Et ça marche. Succès à Moscou en 82, et puis la consécration. Fournisseur de la cour impériale en 1885. Et ce qui est fascinant aussi, c'est son installation à Londres en 1903. C'était sa seule boutique hors de Russie. Ah oui, ouais. Pourquoi Londres spécifiquement? Londres, à l'époque, c'était la capitale financière mondiale. Ça attirait une clientèle très riche, très cosmopolite. Ah, des rois, des aristocrates. Exactement, des maharajas même. Et Fabergé a eu l'intelligence d'adapter un peu ses créations au goût britannique. Comme les petits animaux de Sandringham, c'est ça? Oui, voilà, pour Édouard VII et la reine Alexandra, ou le modèle en argent du cheval Persimone. Il captait l'esprit local tout en gardant sa patte unique. Et ensuite, on arrive au cœur du mythe, j'ai envie de dire. Les œufs de Pâques impériaux. Voilà. Ça commence comment, déjà? En 1885, avec l'œuf à la poule, pour l'impératrice Maria Féodorovna. C'était une commande du tsar Alexandre III pour sa femme. Et ça a plu, visiblement. Énormément. Du coup, c'est devenu une tradition. Un œuf chaque année. Puis, sous Nicolas II, c'est passé à 2 œufs par an. Un pour sa mère, l'autre pour sa femme Alexandra. C'est ça. Avec une seule règle. Chaque œuf devait être absolument unique et cacher une surprise. Une surprise. Incroyable souvent. Ah oui, des merveilles de technique et d'inventivité. Si on prend quelques exemples de l'expo du VNI. Oui. Il y a le 3e œuf impérial de 1887. Son histoire est dingue. Racontez? Il a été perdu pendant des années et retrouvé, tenez-vous bien, par un ferrailleur aux États-Unis en 2011 ou 2012. Non. Si, il l'avait acheté pour la valeur du métal, sans savoir ce que c'était, et dedans, il y a une montre Vacheron Constantin. Incroyable. Et il y en a encore qui manquent? Oui, 7 œufs impériaux sont toujours portés disparus. On ne sait pas où ils sont. Fascinant. Et d'autres exemples marquants? L'œuf au paon de 1908. Il cache un petit automate de paon en or émaillé, une pure merveille mécanique. Ou l'œuf du Kremlin de Moscou, le plus grand, avec une boîte à musique. Et l'œuf de l'hiver? J'ai lu quelque chose là-dessus. Ah, magnifique. De 1913, créé par Alma Peel, en cristal de roche, platine, comme de la glace. Et la surprise, c'est un petit panier d'anémones. Poétique. Mais bon, ce luxe incroyable, ça n'a pas duré éternellement. Non, la Première Guerre mondiale a tout changé. Les ateliers Fabergé ont dû se reconvertir dans la fabrication de munitions, d'obus. Quel contraste. Du coup, avec des objets pareils, si précieux, si chargés d'histoire, la question de savoir si c'est un vrai ou un faux, elle doit être cruciale. Ah oui. C'est là qu'on entre dans le domaine complexe de l'authentification. Comment on fait alors pour être sûr? Traditionnellement, on se base sur 3 choses. D'abord, l'œil de l'expert, la connoisseurship, comme on dit. C'est l'expérience, la connaissance intime du style, des techniques. D'accord. Ensuite, la provenance. C'est l'historique de l'objet. À qui il a appartenu, où il est passé. Des preuves documentées, c'est l'idéal. Et le 3e pilier? L'analyse scientifique. On examine les matériaux, les techniques de fabrication, parfois avec des UV, des rayons X, pour voir si ça correspond à l'époque et à l'atelier. Mais ça suffit toujours pas. J'imagine qu'il y a des faux très bien faits. C'est tout le problème. Les provenances peuvent être incomplètes ou même falsifiées. Et oui, il y a des faussaires extrêmement doués. Au point que... Certains experts estiment que, attention, c'est une estimation, 50 voire 70% de ce qui circule sur le marché de l'art pourrait être faux ou mal attribué. C'est énorme. Oui, et les enjeux financiers sont colossaux.
On a tous en tête des histoires comme ce tableau, peut-être un Caravage, vendu pour presque rien et réévalué à des millions après expertise. Du coup, les experts ont une pression énorme. Immense. Et il y a la peur des procès. Si un expert se trompe ou même s'il déattribue une œuvre, il peut être poursuivi. Ça a conduit des comités d'authentification, comme celui de la Fondation Warhol, à arrêter leurs activités. Ce qui crée encore plus d'incertitude, finalement. Exactement. Il n'y a pas de réglementation uniforme pour les authentificateurs. C'est un peu le Far West parfois. Donc, pour en revenir à Fabergé, il a connu cette gloire impériale, le succès à Londres, et puis la Révolution russe. Oui, en 1917, c'est la fin brutale. L'entreprise est nationalisée, la famille fuit, c'est la fin de Fabergé en Russie. Mais l'héritage, lui, a survécu. Ah oui, l'aura de Fabergé est restée intacte, et même peut-être renforcée par ce destin tragique. Les objets confisqués par les soviétiques ont été vendus, notamment à Londres, et ils étaient très prisés. Le mythe était né. C'est ça, cristallisé autour des œufs, mais pas seulement. Et ça continue aujourd'hui. Ces créations fascinent toujours autant. Et j'ai lu que des collectionneurs russes cherchent à les racheter. Oui, c'est un phénomène assez récent et intéressant. Des collectionneurs russes fortunés rachètent activement des pièces de Fabergé pour les ramener en Russie, comme un retour du patrimoine national. Fascinant. Donc, en résumé, Fabergé, c'est un mélange d'artisanat sublime, de liens avec le pouvoir, de tourmente historique, et puis de ces défis très actuels sur comment certifier l'authenticité. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale, je trouve. Laquelle ? Face à toutes ces difficultés techniques, financières, les conflits d'intérêts potentiels, la peur des procès, comment le marché de l'art peut-il vraiment garantir la confiance dans l'origine et l'authenticité des chefs-d'œuvre, surtout quand même la vie des meilleurs experts peut être contestée ou retirée? C'est une question qui dépasse largement Fabergé, effectivement. Une réflexion importante. Et si cette plongée dans l'art, l'histoire et ses complexités vous a plu, eh bien, montrez-le nous. Oui. Un petit like, un partage, et surtout, abonnez-vous à All Source Podcast sur YouTube. Ça nous aide vraiment à continuer ces explorations. Découvrez aussi nos autres épisodes. Exactement. Et suivez-nous sur X, Instagram et Threads pour ne rien manquer. Merci d'avoir été avec nous sur All Sorts Podcast.